Bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau & Associés par VK. Alors, comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui sera dans quelques minutes la loi du 2 mars 82, crise de la quarantaine. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, SPL. Le Conseil d'État avait réduit l'objet social et les actionnaires possibles d'une société publique locale. La loi du 17 mai 2019 a assoupli tout ceci. La Cour administrative d'appel de Lyon vient de nous confirmer qu'il faut avoir une lecture optimiste de cette loi. Dans un certain nombre de cas, plus ample que prévu, plus ample qu'on le supposait, du temps d'astreinte peut bien être considéré comme du temps de travail effectif. Voici quelques détails. Une vigoureuse instruction du gouvernement a été diffusée pour la protection des ressources en eau des captages prioritaires. La loi a permis un certain nombre de nouveautés, dont un nouveau système de rupture conventionnelle. Les modèles de convention à cet effet ont été promulgués au journal officiel du 12 février. 5. Le maire de Vichy a eu à faire face à une difficulté. Des négationnistes voulaient remettre en sa ville un prix international au nom du négationniste multicondamné Robert Forisson. Et cette réunion glissait vers une réunion publique. C'est posé la question de savoir si du coup le maire pouvait utiliser ses pouvoirs de police pour interdire cette manifestation. La réponse du juge est oui. 6. Est-ce que il y a une sorte de présomption de signe religieux quand on porte une barbe? Eh bien, les barbus de tout poil peuvent être assurés. La réponse est non. Conseil d'État. 7. Que se passe-t-il si une administration est condamnée par le juge à payer une somme, mais que l'administration continue à faire sa mauvaise tête? Eh bien, le Conseil d'État nous a donné un mode d'emploi enfin clair. 8. Un nouvel arrêt encore plus dur qui confirme que l'on peut être condamné pour favoritisme pour avoir fermé les yeux sur les agissements de son adjoint pour un maire, de son collaborateur pour un chef de service. Un arrêt très important qui redétaille et précise les choses sur qui, du SDIS, de la commune ou de l'État, a la responsabilité ou se partage la responsabilité lorsqu'il y a des difficultés dans les opérations de secours aux personnes. 10. Le président de la République a indiqué le 18 février qu'il y avait une fin en septembre prochain des enseignements de langue et de culture d'origine dans les écoles primaires pour lesquels les communes devaient mettre leurs locaux à disposition. Il y aura donc un maintien de cours en ce domaine, mais qui seront bien des cours, dans ce cas-là, éducation nationale, dans un autre cadre, notamment pour limiter les interactions politico-religieuses de certains États étrangers. 11. Il y a eu le rapport traditionnel annuel de la Cour des comptes avec un certain nombre de focus sur certains éléments, notamment de transport, quelques éléments sociaux, mais surtout un focus intéressant sur la situation des finances locales, bien sûr, mais surtout la restauration communale collective. 12. La loi Elan de 2018 prévoyait une gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux. Le texte d'application de cet article de la loi a été adopté, décret du 20 février 2020. 13. Confirmation par la CA de Marseille que quand j'ai une offre anormalement basse, c'est bien non pas ligne par ligne de la DPGF, mais dans la globalité qu'il va falloir l'apprécier, et en l'occurrence avec une application sur des marchés donc de maîtrise d'œuvre. Confirmation de l'arrêt Sépure de 2019. Voici les références. 14. En matière de halles et marchés, on a un régime juridique, comme vous le savez, très compliqué, avec parfois des compétences du juge judiciaire, du pouvoir de police, des gestions de services. Du coup, se poser la question de savoir quel régime contentieux quand on va suspendre, voire exclure un commerçant des halles et marchés de plein air. Eh bien, ce sont des mesures de police, nous dit la CA de Versailles, ce qui a toute une série de conséquences. 15. La Cour administrative d'appel de Lyon a donné une interprétation assez souple de ce qui était intercommunalisé par la loi NOTRe en matière de tourisme. Passons maintenant au grand dossier. Ce grand dossier, c'est: est-ce que la décentralisation, issue notamment de la loi du 2 mars 82, dont nous fêtons aujourd'hui le 38e anniversaire, est-ce que cette décentralisation n'est pas en pleine crise, un peu précoce, de la quarantaine? Le sentiment général est celui d'une permanence de la décentralisation. Et cette vision relève peut-être d'une erreur de perspective. Qu'étaient les lois de décentralisation de 82? On avait un trio, commune, département, région, avec quand même un primat
sur le tandem commune-département. Et la spécificité de la France, issue de ces lois, était que non seulement on avait beaucoup de communes, comme très peu de pays en Europe, mais nous avions surtout des communes avec beaucoup de compétences, toutes petites avec beaucoup de compétences. Grande spécialité nationale. Qu'a-t-on aujourd'hui? On a eu une bascule en fait depuis 20 ans, vers un tandem qui se voulait se faire entre l'intercommunalité à fiscalité propre d'une part et la région. La loi du 16 décembre 2010, sous le président Sarkozy, ou les lois MAPAM et NOTRe sous la présidence de François Hollande, allaient de ce point de vue-là dans le même sens, et dans le même sens que ce qui était fait depuis plus de 15 ans. Avec la loi engagement et proximité du 27 décembre dernier, les mots d'ordre ont plutôt été d'aller en sens inverse et de rétablir un peu le département et la commune, essentiellement pour répondre aux objurgations de certaines associations d'élus. À côté de ça, le modèle souvent vertueux des communes nouvelles n'est plus trop aidé financièrement et n'est pas trop promu par l'État étrangement. On sent un flottement. Il y a eu une tentative de bascule d'un modèle vers un autre, on revient un peu en arrière, il y a un flottement. En réalité, les cartes des régions qui ont été bâties en 2015 font débat aujourd'hui. Ceci dit, regardez, que nous disait la DATAR en 2012 quand on prend une carte de France où on fait les distances de la carte en fonction de la réalité des temps de distance et qu'on y intègre les fonctions de centralité, on voit qu'on a des déséquilibres et des capitales régionales qui rayonnent sur leur territoire et d'autres non. Aucun pays n'a une région capitale aussi complexe dans son architecture et qui pourtant en même temps fait 28% du PIB national. Les lois de 82 et 83-84 ont voulu bâtir une fonction publique plus intégrée, au minimum harmonisée. De ce point de vue-là, il y a continuation car FPE et FPT se rapprochent. Mais jusqu'où, que donnera le rapport Thiriez? À suivre. Les lois de 82 ont voulu aussi un tandem renouvelé entre élus, désormais plus autonomes, et l'État, avec une fonction d'aide et de contrôle. Depuis, l'État déconcentré n'a perdu ses moyens réels. Les préfectures et sous-préfectures se vident. On glisse maintenant vers des tentatives de rapport entre l'État et les collectivités qui sont plus sur du conventionnement. Comme cela est fait, en bien ou en mal, mais comme cela est fait depuis 2017-2018 en matière financière. Est-ce que ça va continuer? Il semblerait que oui. Hier, nous avions aussi un modèle très unitaire au niveau national. Depuis, il n'a cessé de se diversifier. Outre-mer, régime francilien, Corse, nouveautés alsaciennes. Et demain, on nous annonce projet de loi 3D, les projets de loi qui ont été déposés de réformes institutionnelles, plus d'expérimentation, plus de différenciation territoriale, ce qui pourrait changer vers un vrai changement de paradigme. Là aussi, on a un sentiment de continuité de la décentralisation. En fait, c'est une révolution. Et puis nous avions surtout le principe de bloc de granit de compétences. Les compétences sont données aux uns ou aux autres, sans tutelle entre collectivités, article 112 de la Constitution. Et puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des chefs de file à donner à la région, des SRADET et des CER2I qui encadrent les actions des acteurs de terrain du bloc local, et des compétences qui sont enchevêtrées. Alors justement, posons 3 questions à monsieur Denis Pouillard, directeur de l'Observatoire de la vie politique. Tout d'abord, cher monsieur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et première question très courte, la loi de 1982 a-t-elle bâti un édifice toujours d'actualité ou vermoulu? C'est une loi qui date de 1982, elle est toujours d'actualité. Le seuil de 3500 habitants notamment a perduré jusqu'en 2014. Et donc, aujourd'hui, le seuil est descendu à 1000 habitants, mais le principe du scrutin proportionnel et à majorité de gestion a réussi. C'est une bonne loi qui a été conçue à l'époque et qui fait partie de notre arsenal, j'allais dire, électoral, et donc qui cumule à la fois le système proportionnel et le système majoritaire. Maintenant, en tant qu'analyste politique, selon vous, comment le monde local a-t-il évolué? Alors, je vais vous dire, l'histoire n'est pas terminée, ou peut-être une autre histoire commence. Nous allons avoir affaire en 2020, par rapport même à 2014, à un autre personnel politique. Un personnel politique qui est coupé du monde national, du monde parlementaire et donc de la politique nationale. Je crois d'ailleurs, à partir de ce moment-là, qu'il y aura un renforcement, une croyance, en quelque sorte, à l'efficacité locale et une déconnexion, en quelque sorte, avec les préoccupations partisanes, notamment, du Parlement.
Et comment voyez-vous, en quelques mots, l'évolution justement globale du monde local? Alors, naturellement, on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on appelle le bloc communal, ça va de soi. Mais je crois profondément à l'intercommunalité. Nous allons avoir des débats très forts, je pense, dans les prochaines années, pas nécessairement au cours de ce quinquennat, mais à un moment donné, il faudra reposer la question de ce qu'on appelle le millefeuille. Il faut savoir qu'est-ce qui est pertinent dans les territoires. Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Je pense que c'est à l'intercommunalité. Et peut-être qu'il faudra revoir d'ailleurs le collège électoral sénatorial, qui repose à l'heure actuelle sur 34 800 communes, et peut-être le faire reposer davantage sur ceux qui disposent de compétences et qui ont une vue plus régionaliste de ce côté-là. Et ces gens-là se trouvent notamment dans les intercommunalités. Et ces intercommunalités, c'est pas uniquement un conflit urbain contre ruralité. Quand on reprend la carte des intercommunalités, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle les territoires pertinents, territoires environnement, et ça c'est un point important. Aujourd'hui, de Nantes en passant par Tours, Angers, on rejoint Brest dans un grand arc de cercle, et de Grenoble on va jusqu'à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Denis, à bientôt, au revoir. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo des 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Au revoir.